Pierre Bourque lui-même impliqué dans le financement illégal de son parti. L'affichage selon le Conseil de la langue des problèmes mais rien pour changer la loi. La loi anti-tabac, Ottawa recule sans plus d'explications. Et au point, à la veille du congrès du PQ, les affrontements qui attendent Lucien Bouchard. Le téléjournal, avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pierre Bourque, le maire de Montréal, est une nouvelle fois dans l'embarras ce soir avec une autre histoire de financement illégal de son parti. Jusqu'à aujourd'hui, le maire Bourque a toujours nié avoir eu connaissance de ces irrégularités qu'il met sur le compte de la jeunesse de son parti. Mais dans le reportage qu'on vous présente, proche du maire décrit comment M. Bourque aurait personnellement été impliqué dans une opération ayant servi à financer illégalement son parti Vision Montréal. Le maire nie tout, vous l'entendrez dans le reportage de Maxime Bertrand, mais d'abord voici ce qu'a découvert Pierre Drainville. Contre moi, monsieur... Pendant la dernière campagne à la mairie, Maurice Brault était le chauffeur de Pierre Bourque. Durant 3 mois de temps. C'est-à-dire de 7 h le matin, aller jusqu'à 1h30, 2 h du matin. Maurice Brault a été aux côtés de Pierre Bourque jusqu'au soir de la victoire, le 6 novembre 1994. Il espérait alors que Pierre Bourque allait l'amener avec lui à l'hôtel de ville. On n'agit pas avec un ami, avec une personne qui a travaillé avec toi, qui t'a mis en place pour te faire virer du revers de la main. Maurice Brault a donc décidé de raconter l'histoire suivante qui s'est déroulée dans les semaines précédant l'élection. Il est question de Jean-Guy Gagnon, aujourd'hui décédé, mais qui était alors l'organisateur en chef de Vision Montréal. On était au coin de Beatty et de Maisonneuve, au Palais du Commerce. Dans le temps, c'était notre bureau. Et durant ce temps-là, j'allais voir Jean-Guy. Et puis, avec la secrétaire, elle me donnait mon itinéraire pour la journée. Et puis, pendant qu'il me donnait mon itinéraire, elle m'a dit, connais-tu 3 personnes? Il dit qu'on pourrait mettre 2000 $. Parce qu'il dit, là, j'ai trop d'argent, puis il faut que je place ça. En politique, ça s'appelle de l'argent noir, de l'argent versé par des entreprises, par exemple. C'est illégal au Québec. Il faut donc le blanchir en trouvant des donateurs de complaisance. Pierre Bourque et Maurice Brault ont donc pris la route ensemble. Rendu dans l'auto, j'ai demandé, puis à ce moment-là, il m'a dit d'aller à la Caisse populaire des pompiers de Montréal. Son compte était là. M. Bourque. M. Bourque. Vision Montréal avait également 2 comptes à la Caisse populaire des pompiers, les numéros 9769 et 9707. Alors, arrivé à la Caisse des pompiers, qu'est-ce qui s'est passé, là? Comme je vous ai dit, je suis demeuré dans la voiture. Il est parti, il a été chercher l'argent, puis en chemin faisant, il m'a remis 2000 $. M. Bourque. M. Bourque. Afin que je remette ça aux dames. Aux 2 dames Marinier et Mme Rivet. C'est ça. Mesdames Berthe et Albertine Marinier et leur amie Diane Rivet sont 3 personnes âgées qui habitaient ensemble juste au-dessus de chez Maurice Brault, au 75-77 Boyer. Donc, vous avez donné l'argent, vous, aux 3 dames. C'est bien ça. Pour qu'elles le déposent. C'est ça. Et le lendemain, vous êtes allé chercher les chèques? C'est ça. Et puis, je les ai emmenés au Parti Vision Montréal. Madame Berthe Marinier a confirmé en tout point la version de M. Brault. Quant au rapport financier de Vision Montréal pour 1994, il confirme qu'Albertine et Berthe Marinier, ainsi que Diane Rivet, ont donné un total de 2000 $. La loi sur les élections et les référendums est pourtant claire. Toute contribution à un parti doit être faite par l'électeur lui-même. La question est maintenant de savoir si Pierre Bourque savait que les 2000 $ qu'il avait retirés serviraient à des contributions politiques qui n'auraient pas respecté les exigences de la loi. Ici Bernard Drainville, à Montréal. Un silence lourd régnait à l'hôtel de ville. Il a fallu 1 heure pour qu'un Pierre Bourque, visiblement ému, accepte de livrer ses commentaires. Je voudrais tout départ vous dire sincèrement que ça me touche beaucoup, cette accusation sans fondement, complètement mensongère. Je n'ai jamais participé à aucune forme de blanchiment de fonds, d'argent. Je trouve ça épouvantable. Selon le maire de Montréal, Maurice Brault, son ancien chauffeur, cherchait à obtenir un emploi. Il nous a torturés pour avoir un emploi pendant des mois de temps. J'ai toujours refusé de donner un emploi. C'était après les élections municipales de novembre 1994, a dit Pierre Bourque, qui a mis fin à ses propos en lançant un appel aux Montréalais. Il faut faire attention dans des accusations.
Je trouve ça épouvantable de mettre en doute ma crédibilité. Puis je voudrais dire aux Montréalais que tout ça est sans fondement, que ça n'a pas de bon sens de croire à ça. Voilà. Et ce fut tout. Aucune question ne fut permise après cette déclaration. Selon le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, les allégations portent atteinte à l'intégrité du maire de Montréal. D'abord, je suis très choqué. Pour moi, c'est renversant. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais imaginé ça. Je pense que dans les circonstances, Pierre Bourque doit avoir le courage de démissionner immédiatement. André Lavallée compte d'ailleurs demander à Québec d'intervenir. À Québec, justement, le ministre des Affaires municipales estime que c'est au directeur général des élections de veiller au respect de la loi en matière de financement électoral. Mais il se dit inquiet. Il faut néanmoins constater au niveau du ministre des Affaires municipales qu'il y a là un fonds qui risque de toucher le climat général de la vie démocratique dans les municipalités du Québec. Le ministre des Affaires municipales dit qu'il n'a aucun pouvoir de destitution. Dans un cas comme celui-ci, dit-il, si les allégations sont vraies, c'est à l'élu impliqué de réfléchir à la légitimité du pouvoir qu'il détient et de prendre sa décision. Maxime Bertrand à Montréal. C'est sans doute une des plus grosses manifestations étudiantes des dernières années. Environ 8000 étudiants dans les rues de Montréal qui manifestaient pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont réussi à faire reculer la ministre sur la question des frais de scolarité au cégep et à l'université, mais également pour maintenir la pression sur le gouvernement avant le congrès du PQ en fin de semaine, surtout qu'il reste encore 700 millions à couper dans l'éducation. On va essayer le compte-rendu de Louise Lafontaine. Malgré l'engagement du gouvernement à maintenir les frais de scolarité à leur niveau actuel, les étudiants ont envahi la rue, mais dans la bonne humeur. On sait qu'elle a fait ça vraiment pour son congrès en fin de semaine, fait que nous, on veut se battre vraiment pour qu'elle sache qu'on est là. L'éducation, c'est un investissement, c'est pas supposé être une dette. Car si l'accessibilité à l'université est préservée, il reste les compressions en éducation. Elles seront de 6 à 700 millions l'an prochain et les étudiants sont inquiets. C'est que le déficit zéro, il faut pas que ça soit un dogme, il faut faire attention à la façon dont on coupe, parce que la qualité de nos universités pourrait en être affectée. Jusqu'à maintenant, les cégepiens ont mené la contestation. Aujourd'hui, les universités se sont jointes au mouvement. Avec grève à McGill, Concordia et les sciences humaines de l'UQAM, les anglophones protestent contre les frais plus élevés pour les étudiants d'autres provinces. Québec est seul à le faire. Je pense que c'est discrimination contre les autres Canadiens qui viennent ici pour une éducation dans un milieu français. Pour les universités, les compressions seront 50% plus élevées que cette année. Il y aura donc moins de cours, moins de services. On est en train de regarder à la qualité de l'éducation qui va se faire réduire. Nous autres, dans nos cours, ils parlent déjà d'augmenter les cours à comme 150 personnes, 200 personnes. Ça va avoir des répercussions sur les services qui vont être donnés, sur les ratios dans les cours. Ça va avoir des répercussions sur les prêts et bourses. Nous autres, on vient manifester pour ça. Les manifestants ont lancé un appel à la solidarité. On ne peut pas faire une lutte comme ça sans aller plus loin, sans aller chercher des appuis, sans solidarité. Ils ont obtenu l'appui de la CSN et de la Fédération des femmes du Québec. Si on n'est pas ensemble pour se battre, c'est clair qu'on ne pourra pas gagner. Ça va être important de s'occuper les uns les autres. La longue manifestation s'est terminée pacifiquement devant les bureaux du premier ministre. Le gouvernement espère qu'avec sa décision sur les frais de scolarité, cela mette un terme à l'agitation étudiante. En tout cas, les débrayages devraient se terminer cette semaine. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Bon, et l'autre patate chaude, si vous me permettez l'expression, à la veille de ce congrès du PQ, c'est la question linguistique. Aujourd'hui, et personne n'a vu cela comme une coïncidence, aujourd'hui, le Conseil de la langue française a publié son rapport dans lequel il affirme qu'il n'y a pas lieu de toucher à la loi 86 sur l'affichage. Les explications de Pierre Millot. Il n'y a pas encore d'affiches bilingues dans la vitrine du magasin d'Howard Galganov, mais ça ne saurait tarder, et il compte bien défier la loi. Les affichages sont tout faits, mais on va placer les affichages vendredi matin. Est-ce que c'est conforme à la loi 86? Non, non. Nadia Simopoulos faisait justement aujourd'hui le bilan de l'affichage commercial à Montréal. Malgré la récente controverse au sujet de l'affichage, la situation n'a pas changé. Elle recommande donc de ne rien changer. Compte tenu des résultats de cette enquête, nous maintenons donc notre position qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des amendements de la loi 86.
Pourtant, ce que dit l'enquête, c'est qu'en 96, tout comme en 95, il y a toujours 42% des commerçants qui commettent des infractions. C'est pas plus l'année passée que cette année, cette analyse ou ce constat n'a été suivi de mesures qui visaient la correction. Ce qui est bien, c'est que la situation est stable, qu'il n'y a pas eu de régression, qu'elle ne s'est pas détériorée globalement. Voilà donc un avis modéré qui tombe à point nommé pour le gouvernement, qui voudrait bien éviter que la question linguistique ne mine le congrès du PQ en fin de semaine. Écoutez, moi j'ai dit, en ce qui concernait le congrès, que je m'y rends, vous le savez, très sereinement. On va signer ça, et on a ça pour quelques piastres. Howard Gaganov, lui aussi, vise les militants du PQ. Il espère bien qu'en ouvrant son magasin la veille du congrès, il relancera le débat de plus belle. Pierre Mignot, à Notre-Dame-de-Grâce. Dans quelques minutes au point, comment l'aile radicale du Parti québécois se prépare à contester Lucien Bouchard sur la question de la langue. Et pour réduire le déficit, faut-il s'attaquer au fonds de pension des fonctionnaires? On ne sait plus trop encore à quoi exactement va ressembler la force multinationale qui doit porter secours aux réfugiés du Zaïre, mais chose certaine, elle sera nettement inférieure aux 10 000 hommes dont on parlait encore la semaine dernière. Aujourd'hui, le Canada avait convoqué une 60aine de pays au siège de l'ONU à New York pour discuter d'un nouveau rôle pour la mission. Mais la rencontre n'a rien fait pour mettre fin à la confusion, maintenant qu'une bonne partie des réfugiés est de retour au Rwanda, bien qu'il en resterait encore au Zaïre, selon le Canada, entre 300 et 500 000. En tout cas, une des questions qui se posent est de savoir si les opérations humanitaires ont vraiment besoin d'un encadrement militaire, comme l'a expliqué le sous-ministre canadien des Affaires étrangères, Gordon Smith. De temps. Et ce qui sera absolument folle sera de prendre une décision maintenant, de mettre une force en place et de trouver quand la force arrive qu'il n'y a pas de réfugiés ou que l'aide humanitaire arrive facilement sans la nécessité d'avoir une sécurité militaire. Bon, sur le terrain, au Rwanda, la cohabitation s'annonce difficile entre les Tutsis et le demi-million de réfugiés Hutus nouvellement arrivés. Le gouvernement a endigué le flot en mettant sur pied un camp de transit près de Kigali pour faciliter le retour des milliers de réfugiés dans leur village. Notre envoyé spécial, Azeb Woldegurgis, a accompagné certaines de ces familles sur la longue route du retour. Ils marchent depuis 7 jours, pieds nus, d'un pas déterminé à regagner leur village. Les autres, plus pressés, se bousculent pour le dernier convoi qui les emmènera dans leur commune natale. Il ne faut surtout pas être séparés quand on est si près du but. Ici, c'est le dernier arrêt. Ils sont 10 000 réfugiés au camp de transit près de Kigali à attendre. À défaut des organisations non gouvernementales, le gouvernement rwandais a créé ce camp de transit en assurant le transport des réfugiés dans leurs villages respectifs. Le gouvernement rwandais a pris les choses en main, de façon d'ailleurs très efficace, et c'est lui qui s'occupe du transport des gens vers leur commune. En fait, pour la petite histoire, ils ont piqué nos camions, les camions des organisations humanitaires, et on dirait presque qu'on leur en serait reconnaissant parce que ça fonctionne très bien. En attendant d'être emmenés, les réfugiés survivent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire peu. En conférence de presse à Kigali, le vice-président Paul Kagame soutient que le pays a besoin d'aide humanitaire et non d'une intervention militaire. But of course, what is required mainly is provide food, provide medicine, provide shelter. La majorité des réfugiés sont de retour, soutient le gouvernement. La force d'intervention n'est pas justifiée puisqu'il remet en question les chiffres selon lesquels 700 000 réfugiés attendent encore dans Sud Kivu, au Zaïre. Most of these figures have simply been created by people for all sorts of interest. Ici, on est loin des débats politiques et des décisions prises à New York. Cette femme, réfugiée pendant 2 ans au Zaïre, se demande de quoi elle vivra dans les prochains jours. Malgré cette misère, il y a les sourires qui surprennent. Les réfugiés doivent attendre encore 1 ou 2 journées avant d'atteindre leur commune natale. Mais la question ici n'est pas de savoir si oui ou non il y aura une mission humanitaire, mais qu'est-ce qui les attend chez eux. Azeb Woldegurgis, dans le camp de transit, près de Kigali.
Le président Yeltsin de Russie a fait une première apparition à la télévision depuis ses 5 pontages coronariens il y a 2 semaines. Il s'est promené pendant une demi-heure avec sa famille dans le jardin de l'hôpital où il poursuit sa convalescence. Yeltsin semblait amaigri, fatigué, mais il a déclaré qu'il se sentait d'humeur combative et que depuis son intervention, il ne ressentait plus de douleur au cœur. Un incendie dans un édifice à bureaux à Hong Kong a fait 29 morts et 77 blessés. Il y a plusieurs personnes qui sont trouvées prisonnières des flammes. La panique aidant a conduit certains à poser des gestes absolument désespérés. Regardez ça. L'incendie aurait éclaté au rez-de-chaussée pour se propager aux étages supérieurs. Eh bien, quand la beauté risque d'être fatale, imaginez en Inde 15 000 policiers de Bangalore dans le sud du pays qui sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du concours Miss Monde 96 qui doit se tenir en fin de semaine là-bas. De nombreux Indiens jugent que ce concours constitue une insulte aux femmes et aux valeurs de leur pays. La semaine dernière, il y a un homme de 25 ans qui s'est immolé par le feu et plusieurs femmes disent qu'elles sont prêtes à suivre son exemple si le concours a lieu. C'est une grosse bataille, la bataille du tabac qui est en train de se livrer à Ottawa entre d'un côté les promoteurs d'une loi très sévère contre le tabac et de l'autre l'industrie du tabac et les organisateurs de grands événements sportifs et culturels, quelle commandite. En fait, ce qu'ils craignent, c'est que la loi interdise désormais toute forme de commandite de leurs activités. Et voilà qu'aujourd'hui, tout à coup, le ministre David Dingwall annule l'annonce de ces politiques anti-tabac qui étaient prévues pour demain. Christine Saint-Pierre explique ce qui s'est passé. La nouvelle est venue en mi-journée du bureau du premier ministre, juste après le caucus. Le dévoilement de la politique fédérale sur le tabac était soudainement tombé à l'eau. Mais impossible d'en savoir plus long. L'annonce n'est pas faite encore. On va attendre pour voir quelle est l'annonce. Ensuite, on passera un jugement. Devant les journalistes, le ministre David Dingwall, visiblement mal à l'aise, a dû admettre que tous les fils de sa politique sur le tabac n'étaient pas encore attachés. We are finalizing our package. Et plus encore, le ministre est incapable de dire quand il sera prêt. Selon nos sources, Paul Martin ne serait pas étranger à cette volte-face. Il n'aurait pas apprécié la fuite, voulant que son collègue Dingwall s'apprêtait à annoncer une hausse des taxes sur le tabac, alors que cette responsabilité, nous dit-on à son cabinet, revient au ministre des Finances. Aussi, Paul Martin prêterait une oreille attentive au groupe grassement commandité par les compagnies de tabac, une manne de 62 millions que le ministre Dingwall veut interdire et dont Montréal profite abondamment. Moi, je pense que je suis enterré comme... Également, Paul Martin a déjà siégé au conseil d'administration d'Imasco. Imasco, propriété d'Imperial Tobacco, se retrouve dans le comté de la ministre Lucienne Robillard. Et le président de son association de comté est Simon Potter, qui a représenté l'industrie du tabac devant les tribunaux. David Dingwall est plus sensible au lobby anti-tabac. Il prononçait d'ailleurs récemment le discours d'ouverture de la conférence nationale sur le tabac et la santé. Et devant les reporters, il avait mis sa tête sur le bio en déclarant que les Canadiens ne devraient pas voter pour son gouvernement si cette loi n'était pas adoptée. Well, if it is not introduced and not passed, I don't think you should vote for the Liberal government. Le ministre de la Santé venait ainsi de mettre en jeu sa carrière politique, tout comme l'avait fait Sheila Cox au sujet de la TPS. Derrière la scène, le lobby de l'industrie du tabac est puissant et intense. Un lobby que David Dingwall a déjà d'ailleurs traité de vicieux et de rude. Mais le ministre de la Santé persiste et promet une loi anti-tabac avant les prochaines élections. Christine Saint-Pierre, à Ottawa. Des délégués itinérants bénévoles vont prendre la relève des délégations générales à l'étranger qu'a fermé le gouvernement du Québec récemment. Le ministre des Relations internationales, Sylvain Simard, a précisé que les 7 délégués, pour la plupart des vétérans des affaires internationales, ont accepté de mener des missions commerciales dans toutes les régions du monde. Seules leurs dépenses seront payées, mais le ministre assure qu'ils auront tout le soutien technique pour mener à bien leur mission. On sait que Québec n'a pas le pouvoir d'abolir le poste de lieutenant-gouverneur, mais il réclame tout de même le droit d'en nommer le titulaire. La motion proposée par le premier ministre Bouchard a été adoptée aujourd'hui après un long débat de procédure. L'opposition libérale, qui a fini par voter contre la motion, a tenté de la faire juger irrecevable parce qu'inconstitutionnelle.
Une étude de la maison Dun et Bradstreet, maison internationale, révèle que depuis 1976, 506 sièges sociaux ont quitté Montréal pour Toronto, et dans le sens inverse, ce sont 122 entreprises qui ont quitté Toronto pour Montréal, 4 fois moins. L'étude a été commandée par le Comité québécois pour le Canada, qui lançait une campagne dans les abribus de Montréal visant à établir le lien qui existe, selon lui, entre l'incertitude politique et les pertes d'emplois. Eh bien, ce soir, nous nous attardons aux Autochtones des réserves nordiques qui, même s'ils sont entourés, ces Autochtones, de territoires riches en forêt, eh bien, ils n'ont aucun pouvoir sur la gestion des ressources forestières. La Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones, qui publie son rapport demain, gros rapport, a conclu que c'est une grave erreur. Alain Picard est allé chez les Atikamekw de Manawan, en Haute-Mauricie, qui, il y a peu de temps, ont occupé une route forestière pour arrêter la coupe à blanc. Ouais. Avant, il y avait beaucoup d'animaux qui se promenaient dans les forêts ici, nos proches. Mais aujourd'hui, on n'a pas bien. Sauterre-Dubé a 76 ans. Une journée de printemps, il est retourné sur son terrain de chasse ancestral. Les compagnies forestières étaient passées. La coupe a été fatale pour la forêt, pour le gibier et pour son mode de vie. Quand s'est fait tout exploiter, on s'est fait voler notre habitat naturel. Les Atikamekw en ont assez. Depuis la fin octobre, ils occupent la route qui mène à Parent. Ce n'est qu'au compte-gouttes qu'ils laissent passer la machinerie des compagnies forestières. Ils veulent avoir leur mot à dire sur la gestion de la forêt. Une bonne partie de la population est exaspérée de la situation. Et on veut travailler sur une base de partenariat, de co-gestion du territoire. Les compagnies forestières et les représentants du gouvernement ont été obligés d'ordonner temporairement l'arrêt de la coupe du bois. Un comité de travail a été formé. Ça va être le travail du comité qui va décider quand les coupes vont commencer. Depuis 1992, les Atikamekw ont mis sur pied une compagnie qui, grâce à une technologie de fine pointe et à la cueillette d'informations auprès des Autochtones, peut indiquer aux compagnies forestières où ne pas couper, afin de préserver les habitats des animaux. C'est là-bas qu'il y a une grosse cabane à castor, par là. Le fils de Sauterre-Dubé, comme 90% des jeunes de la réserve de Manawan, est sans emploi. Les connaissances qu'il a de son territoire pourraient être utiles aux compagnies forestières. Le gouvernement pourrait forcer les compagnies à tenir compte de la présence des Autochtones sur le territoire. La Commission royale d'enquête dira qu'il faut que l'attitude des provinces change. Si on veut que les Autochtones se prennent en main, c'est dans les domaines où ils ont le plus de connaissances que cela se fera le plus naturellement. Alain Picard sur les terres Atikamekw de Manawan. Bien, pour finir, la dernière poutre du pont de la Confédération qui relie l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick a été posée un peu avant minuit hier soir, vous voyez ça? Une cinquantaine de travailleurs ont sabré le champagne devant un feu d'artifice. Les travaux ont 4 mois d'avance sur l'échéancier. Le pont sera ouvert officiellement au mois de juin, une fois les travaux de pavage complétés. Alors, dans l'actualité, le maire Bourque nie toute l'affaire, maire de Montréal, mais Radio-Canada a appris qu'il aurait été lui-même impliqué dans une opération ayant servi à financer illégalement son parti. Maintenant, de l'actualité également, 2 questions qui risquent de rebondir au congrès du PQ en fin de semaine. La question linguistique, de même que les étudiants. Bonsoir, merci. À demain.